Bien, maintenant j'appelle François de Singly, qui est sociologue, mais aussi la sociologie de l'individu. Il a notamment publié un livre intitulé « L'individualisme est un humanisme » aux éditions de l'Aube. Et donc, merci François de Singly pour nous avoir rejoints. Et 20 minutes vous conviennent ? Vous me direz. Hein. Comptez sur moi, je vous dirai. Voilà. Merci. Une des difficultés du métier, c'est que quelquefois on est invité, on ne sait pas qu'est-ce qu'est le public, on le découvre au moment où on arrive. Ça ne fera pas forcément plaisir à tout le monde, mais on y va. Alors, je commencerai par un petit clin d'œil par rapport à la communication précédente. J'ai pas bien compris si c'était un peu de provoque, parce qu'il a gardé son sérieux. Il est où Oui, voilà. Ceci n'est pas une pipe de Magritte. Alors, il y a Clinton qui a dit « Ceci n'est pas une infidélité ». J'ai trouvé quand même drôle sur la sexualité, et qui était un hymne à la sexualité masculine, de mon point de vue, de nous donner juste ce tableau. Fin de la première parenthèse. Deuxième petite remarque, toujours, mais je ne le referai pas, mais je suis un prof, donc c'est pénible, les profs. On peut très bien concevoir un autre modèle de la contrainte, parce que vous avez raison, la question est posée. Ce n'est pas parce que Freud a dit que la contrainte et la répression avaient une origine sexuelle qu'il a dit éternellement la vérité pour l'ensemble de nos sociétés. À cette époque, sans doute. Mais on peut très bien concevoir que nous n'allons pas vers le chaos ni la barbarie, parce qu'on peut être libéré sexuellement et s'imposer d'autres contraintes. Je ne connais pas votre vie sexuelle, mais écrire un livre, c'est par exemple quand même l'imposition d'un certain nombre de contraintes, le nombre de pages à écrire. Donc, vous pouvez être libre sexuellement et continuer à écrire des livres et donc vivre dans la contrainte. Tel serait mon diagnostic. J'ai fait des études de psycho. Alors, troisième remarque, mais là qui va nous mettre dans le sujet, sur la masturbation. Sur la masturbation, on avait historiquement, donc c'est pour ça que j'ai un autre type de lecture, c'est-à-dire l'histoire de l'individu, et notamment en Occident. L'homme, c'est sa figure de la domination. La domination, c'est pas forcément de battre les femmes et tout. Ils peuvent le faire de temps en temps, mais on peut être un homme sans battre sa femme, etc. Y compris un homme dominant. La domination, un des avantages des hommes, incontestablement pendant des siècles, c'était de bénéficier du fait que lui avait le droit de se satisfaire. Donc l'autosatisfaction de la masturbation masculine, c'est la cerise sur le gâteau masculin. Ce n'est pas un truc qui serait à côté. C'est de toute façon, les hommes qui en avaient les moyens pouvaient se satisfaire, et les femmes n'ont jamais appris la masturbation. Vous vous rendez compte de la catastrophe. Si la femme était centrée sur sa sexualité, c'est-à-dire sur l'autosatisfaction, qu'est-ce que les hommes auraient pu manger? Comment pouvaient-ils trouver une chemise repassée? La femme est construite sur la satisfaction relationnelle. Elle doit se dévouer à autrui. Donc la masturbation féminine, effectivement, est une forme étrange pour les hommes, historiquement, et aussi pour les femmes, parce qu'on l'a accepté. Mais donc, là, il faut prendre au sérieux la notion d'autosatisfaction. Je vous en remercie. C'est mieux que de l'appeler par la masturbation, parce que d'une certaine façon, alors, tout s'éclaire. Si, tout s'éclaire. Pour moi. Pour le sociologue, c'est déjà pas mal. Et pour un certain nombre de femmes, je pense aussi. Parce que naturellement, ce n'est pas parce que les hommes se satisfont qu'ils ne pensent pas, par ailleurs, qu'ils se définissent comme ça. Ils vont se définir par l'intérêt général, par exemple, mais je vais y revenir. Donc, l'homme a bénéficié d'une définition différente de ce qu'il est, sa propre réalisation de soi. Or, la réalisation historique, invention du modèle de la femme au foyer, est un modèle dans lequel la femme est définie par le fait de prendre soin d'autrui. Donc, elle est plus relationnelle, ça c'est vrai. C'est un des paradoxes que développe très bien la théorie du Caire, que cette domination a produit chez les femmes des qualités que les hommes devraient envier. Et donc, effectivement, il y a un support du lien dans la logique
masculine. Alors sur le problème de la séparation, ça j'y reviendrai, mais j'aurais dû citer ce livre-là puisque mon dernier livre est sur la séparation vue du point de vue des femmes. Alors, à ma connaissance, en tout cas, il y a des déclarations ou des théories très générales du genre, en sociologie, en sciences sociales ou en philosophie. De mon point de vue, les théories sont peu satisfaisantes parce que y compris dans l'usage de l'écriture. Je vais prendre un exemple. Dans les ouvrages de sociologie féministe, on va faire 100 pages pour dire que le genre, c'est pas le sexe. Et puis après, on fait des enquêtes quantitatives qui reposent sur la variable sexe. Donc, en fin de compte, les conclusions du livre sur le genre sont construites exclusivement à partir de la variable biologique sexe de naissance. Donc, à ma connaissance, il y a très très peu, à part quelques travaux pas petits, mais de psychologie sociale, qui construisent une identité genrée. Puisque normalement, le seul intérêt du concept de genre, c'est que si on a un sexe, on a aussi un genre, qui est à la fois une définition sociale de ce que c'est que les qualités du sexe, mais aussi la manière dont l'individu s'est approprié cette définition. Et pas simplement, donc, nous n'avons pas nécessairement tous, ici, admettons qu'il y ait des hommes biologiques, ça je ne le nie pas, je ne suis pas du tout dans la négation, la théorie du genre ne nie pas nécessairement la différence des sexes, entre guillemets, en tout cas le fait que ça existe, mais ma proposition c'est plutôt qu'il existe plusieurs genres, pas au sens de troisième dimension, troisième sexe, etc., qu'il y a un autre débat, c'est le fait que dans la définition du genre, je vais prendre l'exemple du genre masculin, parce que j'ai travaillé un peu en relation avec les travaux de Georges, et donc je l'ai fait plutôt sur le masculin aujourd'hui, alors que je travaille la plupart du temps sur l'identité féminine. Mais il y a un genre masculin, mais en fin de compte, ça c'est le genre masculin au sens où il y a des qualités socialement, en ce moment le gouvernement va appeler stéréotypes. Il y a des stéréotypes masculins qui sont généralement assez ridicules ou féminins. C'est notamment, vous le savez, toujours, on ne va pas tarder à y échapper, les catalogues de jouets pour Noël. Ça, c'est vrai que le monde change doucement. Mais à l'intérieur du genre, du genre masculin, il existe plusieurs dimensions. Je vais vous en proposer quelques-unes. Il y a donc Georges Vigarello qui a fait 3 tomes, il vous en a parlé ce matin sur l'histoire de la virilité, il est imbattable. Il y a donc le masculin viril. C'est une des dimensions. C'est une des dimensions, même si la virilité peut être elle-même variable historiquement, ce n'est pas vraiment le problème. Mais il existe, du point de vue de la théorie du genre, un masculin beaucoup moins visible et qui, à mon avis, a des effets de domination beaucoup plus importants. C'est un sociologue, Georges Simmel, au début du XXe siècle, qui en a eu l'intuition et qui dit que justement un des privilèges d'être dominant, c'est qu'on n'est pas obligé en permanence de le souligner. Et donc que le facteur de masculinité n'est pas nécessairement mis toujours en avant pour affirmer le fait que cet individu appartient au genre masculin. Alors, dans la virilité, il n'y a pas tellement, si on montrait des photos de virilité, entre parenthèses, on ne saurait pas s'ils sont homo ou hétéros, allez voir, puisqu'une grande partie de l'image de la virilité hétérosexuelle a été créée par les homosexuels, si vous connaissez un peu l'histoire. Donc, les frontières sont brouillées. Revenons. Une des grandes oppositions du monde occidental sur le masculin et féminin qui se met en place dès la philosophie des Lumières. Philosophie des Lumières, c'est la raison. Et la raison est un privilège masculin. Les femmes ne sont pas raisonnables. Ça, vous le saviez, je ne vous l'apprends pas. C'est bien connu, elles ne sont pas raisonnables et c'est pour cette raison qu'elles n'ont pas le droit de vote, puisqu'elles n'ont aucune chance d'être éclairées dans l'isoloir. Et donc les propositions des députés, très jolies à l'époque, c'est de dire si les femmes demandent le droit de vote, après les suffragettes,
l'héroïne qui nous accueille aujourd'hui, Winareta Singer, a eu comme amante. Donc je tiens à saluer, parce que certains, à l'époque, l'auraient soignée. On faisait des soins biologiques durs, éventuellement, sur les homosexuels. Elle y a échappé parce qu'elle faisait des mariages blancs. Un mariage blanc, forme de mariage d'avant-garde pour le mariage pour tous. Je reviens, elle a eu comme amante, justement, quelqu'un qui... j'en ai perdu mon fil. Peu importe. Le masculin, donc, viril, oui, j'ai retrouvé, mais la deuxième modalité qui est masculin, je ne sais pas comment la nommer, dans mes textes, je l'appelle neutre, mais je ne pense que ce n'est pas forcément une bonne solution, c'est un masculin qui est invisible, qui est celui, donc, de la raison. Oui, elle était suffragette, l'amante de Madame Singer. Et ce qui est intéressant, c'est que donc les héros de la République, si on prend les héros de la Troisième République, vous avez en fin de compte le député qui représente l'intérêt général, on avait quand même déjà des doutes à l'époque, mais l'instituteur et le savant. Donc le grand héros de la Troisième République, c'est Pasteur. Si on reprend ça, imaginez une photo de l'Assemblée nationale entièrement masculine, sous la Troisième République. Si on faisait un test, il n'y avait pas énormément d'hommes virils. Mais il n'y avait pas de doute que c'était la domination masculine. Donc la domination masculine du masculin ne s'exprime pas nécessairement, c'est le moins qu'on puisse dire, par la virilité. S'exprime justement par des qualités, et c'est ça la domination masculine, de les désexualiser. Et de dire « taisez-vous », non pas parce que je suis un homme, mais parce que je suis mieux éclairé que vous. La raison. Donc, une grande histoire de la transformation du rapport de force entre les hommes et les femmes, ça va tourner autour de la raison, et donc d'une certaine forme de scolarisation spécifique, et l'accès aux sciences, comme on le sait, qui est justement en partie difficile. Et donc, dans cette division qui a été pensée, ce n'est pas un résultat comme ça impensé de l'histoire, la raison opposée au cœur. Le clivage est net. Le clivage est net, d'où le fait que la femme va s'occuper d'autrui, puisqu'elle est sensible pour autrui. Elle va s'occuper avec attention. Il n'y a pas de mépris dans les textes pour autant. Il y a des qualités spécifiques. L'Église catholique, par exemple, va, à la fin du XIXe, puisqu'on est à la même période, va valoriser essentiellement, justement, la Vierge Marie comme attentive. C'était la version catholique du Caire. Si on revient à ça, il y a un choc, c'est-à-dire il y a une tension, de telle sorte qu'en fait, normalement, ça a été pensé comme contradictoire, puisque ce n'est pas du tout les mêmes auteurs de vue. Alors vous me diriez, bon, vous pouvez me dire, tout ça c'est du baratin, le monde a bien changé et tout. On l'a vu sur la masturbation qui n'a pas changé, vous aviez raison de le souligner, mais ça n'a pas changé fondamentalement. Quand vous achetez l'Express, je le prends parce que c'est le plus joli, mais je pourrais prendre d'autres exemples, je prendrai tout à l'heure. Vous achetez l'Express, par exemple, vous avez ce qu'on appelait un New Magazine, qui était lu essentiellement par les hommes historiquement. Et puis, il a commencé à avoir un lectorat féminin et on a fait un supplément. Et les sujets dits féminins, c'est-à-dire l'attention, l'éducation des enfants, la culture, parce que la culture, voire Madame Singer aussi, était une des spécificités des femmes. Ça ne fait pas que le ménage. On le met dans un cahier spécifique, qu'on peut même séparer. Donc comme ça, il peut y avoir. Mais vous prenez... Vous achetez peut-être en fin de week-end le Figaro Magazine, et pendant que Madame Figaro lit son journal. Et dans Libération, puisque c'est pas 68 n'a pas tout bouleversé, dans Libération, les choses qui nous concernent, c'est-à-dire à notre hauteur, par les premières pages des journaux qui sont toujours nobles, on commence normalement plutôt par les relations internationales, parce que les hommes voient de haut. La raison, c'est ça. On va arriver à une page merveilleuse
dans Libération qui s'appelle « Vous » et qui est une page qui traite des sujets à dominante féminin. Et nous sommes toujours en 2010, donc la masturbation ne change pas, mais nos systèmes d'organisation de pensée, du fait qu'il y a des gens plus doués pour la raison que d'autres, restent. Alors, ce qui est intéressant quand on lit dans l'histoire, c'était que justement, l'hystérie a été une grande maladie, comme vous le savez, non seulement en termes de nom, mais symbolique, parce que c'était bien la preuve que les femmes étaient des émotives, puisqu'elles pouvaient être complètement submergées par leurs émotions et devenir totalement donc hystériques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des historiens un peu tordus, je dois le reconnaître, mais pas que des femmes, hein, aussi des hommes qui participent à cette déstabilisation, ont trouvé que, en fait, les soldats une partie des soldats pendant la Première Guerre mondiale ont eu des troubles. Et si on faisait, je m'excuse parce que je ne m'y connais pas et tout, mais si on faisait les signes, je ne sais plus comment on appelle ça et tout, on regardait hystérie. Et ça n'était pas possible, l'impensable, puisque le soldat est une figure du masculin. Tant mieux pour les femmes, comme ça, ils n'ont pas eu à faire la guerre. L'homme avec une maladie féminine. Et donc, il y a eu un gros travail fait sur l'hystérie masculine pour bien évidemment changer la catégorie, puisque ça n'était pas pensable. Hein, l'homme, normalement, doit garder, c'est la définition, doit garder la maîtrise de soi et du monde. La femme, c'est normal, elle est plus sensible, tout ça, il y a quelqu'un qui lui parle, elle est émotive et tout. Donc, ce sont des qualités, mais qui sont opposées. Alors, comment tout cela change ? À la fois, on a insisté à partir de l'autosatisfaction sur le fait que les changements ne sont jamais, ils sont à la fois importants en termes de maîtrise de soi. Donc tout ce qui est nouveau pouvoir de la femme, y compris sur elle-même, la maîtrise de soi, c'est-à-dire aussi la propriété de soi, est un des éléments importants, bien évidemment. Faire un bilan aujourd'hui des rapports hommes-femmes dans notre société, je pense qu'ils vont un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a du changement, incontestable, jusqu'où ce changement a changé et déstabilisé la logique, y compris de ce masculin invisible, j'ai des doutes relatifs. Comme vous le savez, hein, si on veut, dans ce qui est le regard supérieur, je vous en ai déjà donné des exemples, mais vous le savez, pour l'instant, c'est aussi une des raisons du plafond de verre. C'est-à-dire les femmes peuvent avoir beaucoup de responsabilités, cadre supérieur et tout, mais il y a quand même, à un moment donné, la personne qui prend la grande décision. Vous vous rendez compte, un président de la République, femme, qui, avec émotion, pourrait se demander si elle appuie sur le bouton. Non, ce n'est pas pensable. C'est encore assez peu pensable. Parce qu'il y a donc ce risque. Mais en même temps, retournement de la situation. Et donc, ça sera mon dernier point. Il me reste 3 minutes, 2, 3. J'aurais dû dire 5, mais j'ai dit au hasard, mais bon, alors... Non, c'était 3, alors je suis vraiment doué. En même temps, et je ne sais pas comment l'appeler, dans la nouvelle définition progressive de l'individu, l'individualisme, à la fois est concurrentiel. L'individualisme concurrentiel, il est historiquement masculin et peut le rester en partie. Mais les qualités, justement, féminines, de l'attention à autrui sont aussi des qualités qui sont constitutives en soi aujourd'hui pour un certain nombre d'individus, historiquement plus les femmes, mais aussi une partie des hommes. Et ce qu'on appelle maladroitement, parce que ce n'est pas la logique de l'égalité qui les anime nécessairement, des, entre guillemets, nouveaux pères, c'est de penser qu'on peut aussi se découvrir et se construire en s'occupant éventuellement d'ailleurs de plus petits, en se mettant à la hauteur entre guillemets, des plus faibles et par exemple des enfants. Et donc ici, il va y avoir toute une logique de l'individualisation qui à la fois remet en question, on l'a vu, les identités héritées et le sexe
biologique peut être construit comme une identité héritée et donc peut être remis en question. Donc là, on voit des cas plus ou moins pathologiques, je n'en sais rien. Là, ce n'est pas mon domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il peut y avoir une évolution. Pour moi, il y en a deux. C'était ce que j'ai essayé de résumer dans mon... La première évolution du rapport au genre, ça serait d'une certaine façon, effectivement, les théories du queer sont des théories qui sont centrées sur la dimension sexuée de l'identité du genre. Sexuée. La théorie du queer. Donc, normalement, si j'étais dans la pensée queer, et je vais vous raconter une anecdote, je l'ai compris comme ça un jour intuitivement, parce que je ne savais pas très bien, je n'étais pas très éduqué queer par rapport à ma famille et tout, et je me demandais un peu ce que c'était, puis j'ai eu un étudiant qui a fait un terrain sur une maison des minorités aux États-Unis, dans une des villes américaines. Et un jour, il y a eu du désordre, parce qu'avant, il y avait les lesbiennes à un étage, les gays à un autre étage, et tout allait bien. Puis un jour, les queers sont arrivés et on dit, nous, des fois, on est, à certaines heures, on est plutôt masculin. Donc on veut un bureau, je ne sais plus où je les ai mis, mettons au premier. Mais peut-être que 2 heures après, je me sens femme, donc je veux aussi un bureau en bas. Eh bien, ici, ça veut dire qu'on prend comme critère de la flexibilité identitaire, donc première thèse, après je vous exposerai la mienne, la théorie dominante du genre, donc Butler et compagnie, c'est le fait de jouer sur l'identité sexuée, y compris sur l'orientation sexuelle de l'identité sexuée, mais le sexe serait au centre de l'expression de l'identité. Dans le rapport, dans la définition en ce moment et redéfinition autour de l'individu, qui est donc mon sujet, on peut concevoir une deuxième définition dans laquelle chacun peut avoir un genre composé lui-même de manière différente, puisque chacun d'entre vous pouvait au moins pondérer, j'ai oublié de parler, mais je l'ai dit indirectement, on a au minimum 3 dimensions, les hommes, plus ou moins développées, identité virile, identité neutre et identité parentale. J'attire votre attention à l'exposition sur le masculin, par exemple. Vous avez, surtout à Orsay, c'est une identité virile. Il n'y a pas de père. Or, les pères sont aussi du masculin à tout autre titre que la virilité. Alors, chacun de nous, on a une composition. Mais on a aussi bien d'autres dimensions dans son existence. Chacun peut décliner les autres dimensions de son existence. La question qui est posée, y compris dans la théorie du queer, mais aussi dans certaines autres théories, y compris dans la psychanalyse et tout, c'est pourquoi, au-dessus de tout, il y aurait l'identité soit sexuée, soit genrée, comme identité dominante de chacun d'entre nous. Donc on peut avoir un deuxième modèle, qui est que oui, ça existe, mais ça n'est pas, et là, ça serait un autre type de différenciation entre nous. Pour certains, ils peuvent se définir d'abord masculin. Il y a bien des gens qui se définissent d'abord français. La plupart d'entre vous, je ne sais pas, sont français. Moi, je suis français, mais je ne suis pas d'abord français. C'est ni bien ni mal, je ne cherche pas à me donner comme exemple. Simplement que je ne mets pas, en tout cas dans le contexte d'aujourd'hui, comme première dimension constitutive de François de Singly, le fait d'être français. Mais vous avez le droit, vous, de vous définir d'abord comme français. Donc chacun d'entre nous, ça serait ça le pouvoir de l'individu, c'est de définir à l'intérieur des contraintes sociales qui nous donnent un certain nombre de dimensions identitaires, le fait que nous pouvons les pondérer et les hiérarchiser de manière différente. Et donc je vais finir par 2 citations. Juste une. C'est à propos d'un roman. J'avais plein d'autres citations de romans et tout. Et alors donc c'est un homme qui s'installe après son divorce dans sa nouvelle maison et alors il se déplace dans sa maison. Puis j'errais dans ma maison à la recherche de la place qui me revenait. Je n'arrivais pas à me sentir bien nulle part, même dans ma chambre. Et finalement, j'ai décidé de ne pas m'inquiéter et de continuer à être décontracté et mal à l'aise, bref, à être moi-même. Après tout, j'étais un homme seul, divorcé depuis peu. J'étais à la fois un problème et une solution.
Conclusion, le genre auquel nous appartenons est, me semble-t-il, ainsi parfaitement défini. C'est à la fois un problème et une solution. Je vous remercie. Merci François de Singly, je vous admire parce que de 3 minutes, vous avez fait 5 minutes. C'est vraiment un art de la transformation de l'élément du réel qui force mon admiration. Donc, y a-t-il des questions, des commentaires? Oui, Jean-Paul Mialet, tu veux dire quelque chose, Jean-Paul? Oui, j'admire l'exposé de M. de Singly, puis j'admire d'une façon générale les sociologues qui, avec ce point de vue extérieur sur l'individu, ont une capacité de tout expliquer à partir de concepts abstraits qui sont formidables. Donc je salue. Je crois que la raison, là, trouve sans doute son application la plus merveilleuse dans la sociologie. Je trouve qu'il ne devrait y avoir que des hommes chez les sociologues. Peut-être y a-t-il des femmes. Après tout, Butler est aussi un exemple de femme qui a pris la raison en main et qui regarde les choses avec beaucoup de raison en n'explorant que la carte et en oubliant le territoire. Bon, moi, je suis malheureusement quelqu'un qui arpente le territoire depuis 30 ans. Je suis en permanence confronté à des questions de terrain. J'ai bien du mal à concevoir que les appétits masculins concernant les femmes, soit simplement une question de pouvoir et que le fait que les femmes n'aient pas du tout cet appétit, ou du moins qu'elles ne prennent pas la même forme. J'ai bien du mal à concevoir, par exemple, que 95% du public des vidéos porno soient des hommes et pas des femmes. Tout ça, ça soit des questions qui relèvent du fait que la domination masculine a imposé à la femme de se taire et de pas de regarder ces films-là. Je pense que il faut se demander ce que, si je puis me permettre, oui, ce que vous n'avez pas dit, je peux en parler. Juste sur le problème du terrain, là-dessus on peut se battre. Oui. 40 ans, que de terrain. Oui. Que de terrain. Des milliers terrain et des milliers d'enquêtes par mois, par mon laboratoire et tout. Donc, je sais autant que vous ce que c'est que le peuple. Moi, j'ai vu individuellement. J'ai vu les gens individuellement. Oui, à l'hôpital, moi aussi. À l'hôpital, moi aussi. Donc je crois que nous avons certainement de quoi échanger. Du terrain, nous avons certainement de quoi échanger. Il y aurait d'ailleurs un autre aspect. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que font les femmes quand les hommes regardent de la porno? C'est vrai. Moi j'ai une réponse dans mes enquêtes. Je suis très intéressé de le savoir. Oui. Mais pourquoi n'ont-elles pas envie d'en regarder? Mais parce qu'elles font autre chose de plus intéressant. Parce qu'elles ont autre chose à faire ou parce qu'elles n'ont pas du tout d'appétit pour ça? Non, mais l'appétit, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'appétit. Il y a des déclencheurs visuels de l'attirance sexuelle chez l'homme qu'il n'y a pas chez la femme. Mais est-ce que j'ai dit le contraire? Mais ça oriente complètement la sexualité. Georges me dit de me calmer, donc c'est bien, c'est un modérateur parfait. Il est cool. Non, juste pour dire une chose. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de différence. Je ne nie pas les chiffres. En plus, Boson et tous mes amis, donc je ne vais pas commencer à contester ces enquêtes. Puis j'en sais quelque chose. La question n'est pas là. La question est de savoir, donc je l'ai mal exprimé, je prie de m'en excuser. C'est pour moi que ça n'est pas forcément dans le cerveau, mais dans l'histoire. Donc ça, là, nous avons des thèses. Alors là, il y a, en effet, il y a un et sujet donc, de ce débat. que je voulais dire, c'est que historiquement, ça c'est quand même clair, à la fin du 19e, pendant que les hommes inventent un modèle parce que la sexualité, je suis d'accord avec vous, les hommes... Mais la sexualité masculine, les historiens le montrent, c'était d'abord la prostitution. Au 19e, les hommes inventent une prostitution très particulière qui est celui de la maîtresse stable, relative, cocotte et tout. Pendant ce temps-là, les femmes ne s'ennuient pas. Je ne m'inquiète pas pour elles. L'Église catholique s'inquiétait pour elles, ça c'est autre chose. Elles ont un autre imaginaire, qui est l'imaginaire de l'amour. Or, ça je suis un spécialiste de l'imaginaire amoureux. Or, dans l'imaginaire amoureux, c'est total, contrairement à ce qu'on pense, l'imaginaire amoureux, la sexualité est très, très, très peu présente. Elle avait quand même été écrite historiquement par les hommes, mais on ne sait même pas si Tristan et Iseult, s'ils le font une fois quand même, peut-être parce que l'épée s'est déplacée, mais dans l'amour courtois, on ne sait pas, par exemple, si les troubadours y vont complètement, peut-être qu'ils font, etc. Donc je pense qu'il y a deux modèles, il y a un choc entre deux imaginaires. Et donc, vous avez raison, j'ai regardé de la porno. Ça m'excite, je ne veux pas dire le contraire. Ce qui est quand même frappant, puisque par ailleurs, je passe énormément de temps
à lire des romans Faites d'amour. court tous les deux. Hein, Est-ce le fruit d'une histoire simplement? C'est là qu'il y a un sujet de débat. Or, il y a beaucoup. Non, mais il n'y a pas peu de d'histoire débat dans le porno. Aujourd'hui, Il n'y a peu de pas débat. d'histoire. Si, non, mais dans vous le êtes en train de porno. me dire que si vous regardez la porno, c'est parce que l'homme a toujours eu le pouvoir et que lui s'organisait pour ses plaisirs pendant que sa femme était au fourneau ou rêvait de grandes amours. Il y a peut-être d'autres d'autres explications. Mais je serais et il prêt à faudrait me battre peut-être pour revenir dire que au les socle hommes sur étaient lequel se plus, construisent les hommes historiquement, et les femmes. étaient plus égoïstes et les femmes plus Marc altruistes. Bourgeois, tu lâches ton truc, Jean-Paul, que tu en as la main, tu le passes. Oui, parce que ça, c'est le seul pouvoir qui reste chez les hommes, souvent dans la famille. C'était le moment où ils pouvaient, eux, choisir la télé. Marc. Alors, je voulais dire à notre bonjour. ami Mialet, j'ai travaillé pendant un temps, il y a assez longtemps, chez les aveugles de naissance dans une communauté. C'est extrêmement chaud, ils ne voient rien, ils ont une sexualité débordante. Donc il n'y a pas que les yeux dans la vie. Oui, mais bon. Oui. Autre question, autre remarque? Oui, Bernard Kanovitch. On essaie de faire des questions courtes et des réponses je salue courtes. mon modérateur. Et des réponses courtes. Oui, devant, au premier rang. Donc une dernière question de Bernard. Ou remarque, pardon. Vous avez cité le trouble et Judith Butler en disant qu'elle niait le sexe. Ça me trouble beaucoup, pas dans le sexe, mais je suis très troublé de votre affirmation, car la déconstruction porte essentiellement sur le sexe. Quand Judith Butler, un instant, quand Judith Butler parle de sexe, elle parle de pouvoir du sexe. Il s'agit d'inverser le pouvoir que historiquement, sociologiquement, les hommes ont conquis et conservent, et que aujourd'hui la sexualité est le véhicule de l'inversion du pouvoir. C'est ce que très clairement Éric Fassin nous dit. Éric Fassin dit il faudrait qu'on s'habitue à vivre un monde assez de l'hétérosexualité normale. Il faudrait s'habituer à vivre dans un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale, sous-entendu remplacée par l'homosexualité. Or, il est clair que la sexualité devient l'outil, elle devient le moyen, elle nie le sexe, probablement pour des raisons personnelles qui la regardent, mais elle se sert du sexe comme étant le moyen de prise de pouvoir. Et il y a là une lecture qui est une lecture militante du gender, la papesse étant effectivement Judith Butler, mais pas la seule, ses traducteurs, c'est Thury Ferrer et ses élèves, et on arrive aujourd'hui à une situation qui n'est pas la situation soft que vous nous décrivez, qui est carrément une situation conflictuelle, au terme de laquelle un des deux pouvoirs va passer ailleurs, où les hommes le conserveront, où les femmes vont le conquérir. Oui. Et ce qui est très grave, c'est que personne n'a pensé à l'égalité des sexes. Non, mais j'ai dû... Alors là, c'est pareil. Quelle est votre analyse ? Je me suis très mal exprimé. Je ne recule pas. Non, mais je ne dis pas. Hein. Et c'est l'avantage des questions, c'est que souvent on se rend compte qu'on a dit des bêtises, alors que franchement, je ne le pense pas. Pour moi, dans mon laboratoire, j'ai un axe genre et tout. Il y a un clivage, y compris donc à l'intérieur du genre en France, des gens spécialisés autour du genre. Il y a deux définitions. Il y a une théorie dans laquelle je me situe beaucoup plus, qui est celle de l'égalité, dans lequel, éventuellement, bien entendu, la propriété du corps de la femme par elle-même et tout est une logique de l'égalité. Donc on ne nie pas le problème de la sexualité, mais la sexualité, j'ai voulu dire au contraire que de l'autre côté, le sexe et l'orientation sexuelle et tout est au centre de la recomposition des pouvoirs. Donc au contraire, eux sont... Je ne voudrais pas assez enregistré en plus, non ? Oui, mais ça ne sera pas diffusé. Le débat ne sera pas diffusé. Non, ce que je voulais dire, c'était que eux sont pour moi des obsédés sexuels, c'est-à-dire pensent que l'essentiel du terrain de la lutte passe sur le sexe. Si vous avez compris la logique de l'individualisme dont appartient le féminisme, je vous avais amené, parce que je voulais aussi voilà un très joli livre qui ne fait pas de mal au genre, mais qui est « Je suis simplement ce que je suis ». Comme programme, je veux dire, le terrain d'expression de soi n'est pas nécessairement le sexe. Qu'il y en ait qui pensent que c'est leur terrain d'expression premier, c'est une chose.
Donc moi, je suis dans l'autre camp, je suis dans le genre, mais pas dans le genre butlérien, puisque je pense, mais c'est actuellement une grande ligne de bagarre, hein. Là, je ne parle pas des bagarres idéologiques autour du genre externe, mais à l'intérieur de la sociologie, et donc Éric Fassin, non mais je les connais, hein, parce que tous ces gens-là, je les connais, mais ils sont en face. Et donc ici, avec justement une des choses qui est assez compliquée, mais qu'on a vu d'ailleurs, y compris dans l'exposé que j'ai eu la chance de suivre, dont ici, en fin de compte, le terrain, d'ailleurs vous l'avez dit, c'est pas tellement la redéfinition du pouvoir féminin, c'est la déstabilisation de l'hétérosexualité comme injonction sociale absolue. Donc c'est deux choses, en fin de compte, pour moi, du côté de la théorie du genre, de ce côté-là, l'ennemi n'est pas la domination masculine, c'est la domination hétérosexuelle. Que moi, je me situe dans un cadre où chacun peut devenir soi-même, il faut des conditions sociales d'égalité, et donc, éventuellement, il peut y avoir des dominants masculins. Donc, c'est un des... Mais c'est pas pour moi, j'ai pas d'ennemi. L'hétérosexualité n'est pas un ennemi. Merci. Oui. Merci François de Singly. Merci.